Ah, excellente question. Le métier est intéressant pour la relève. Je vais partir d'une situation vécue donc comme enseignante, comme responsable de direction de programme. J'ai à répondre à des demandes d'information, des gens qui s'intéressent à la pratique, au métier, voudraient devenir archivistes, travailler dans les archives historiques notamment. Ce qui les intéresse, c'est d'être un membre actif dans la mise en valeur de ce patrimoine-là, d'acquérir les connaissances, mais aussi les compétences pour avoir la meilleure intervention possible. Donc, je pense que comment valoriser cette profession-là, puis attirer les gens, c'est le plaisir de contribuer à ce qu'un patrimoine soit vivant, à ce qu'une communauté se l'approprie, puis qu'il y ait des échanges, des collaborations, et qu'on développe quelque chose ensemble. Je dirais que l'image du sous-sol poussiéreux de l'archiviste esselé est un petit peu passée date et ça fait du bien. Donc, pour attirer les plus jeunes, il y a tout ce qui tourne autour des projets web, Web 2.0, collaboratif, numérisation. On vient de finir comme une grande vague de projets de numérisation. Je pense que ça attire beaucoup le fait qu'on soit très numérique maintenant. On est très in. Bien, à la base, je pense que c'est en fait, c'est par rapport au contexte contemporain aujourd'hui, il y a quelque chose qui... Tu sais, l'archiviste, dans son travail, il s'inscrit souvent dans le temps long. Mais aujourd'hui, on est dans l'éphémère, tu sais. Vite, on passe à autre chose. Vite, on fait... Tu sais, alors, c'est sûr que la profession d'archiviste, de ce point de vue-là, n'est pas nécessairement facile à vendre. Parce qu'un archiviste, ça travaille sur quand même aussi du temps long. Puis la recherche, tu sais, il y a un temps de la documentation, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est certain que j'imagine cette perspective-là est pas facile à concilier avec, encore une fois, les attentes aujourd'hui, les attentes des jeunes qui rentrent à l'université, puis tout ça, puis la façon, le mode de travail ou d'appréhension du travail qu'ils ont, parce qu'on est beaucoup... Mais là, beaucoup dans l'éphémère, dans les choses rapides. Et c'est pas ça, l'archivistique. Puis c'est heureux que ce soit pas ça. Il faut y mettre le temps. Mais maintenant, moi, j'ai souvent vu des jeunes qui sont venus ici travailler, puis ils ont découvert un autre temps, une autre dimension. Puis quand ils rentrent dans cette dimension-là, ils sont comme étonnés parce que les portes se rouvrent. Il y a énormément de choses qui se rouvrent sur des univers à partir, par exemple, d'une photo qui commence à se décliner sur un document, sur une communauté. Et là, honnêtement, on rentre quasiment dans un univers virtuel, de façon virtuelle, mais il y a une fascination, puis c'est ça qu'il faut réussir à vendre, c'est l'archivistique, puis d'autant qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux supports. Alors, comme je dis, la réalité archivistique évolue tellement, on évolue vers des médias aussi qui sont fort différents, des supports différents, donc des réalités différentes, une réalité plus contemporaine. On ne travaille pas juste sur des documents, je dis ça de façon caricaturale, sur des documents du 18e siècle. L'histoire contemporaine et parfois même, là aussi, l'archiviste est appelé à accélérer son pas parce que l'histoire contemporaine demande à avoir, que ce soit un journaliste qui veut reconstituer un événement, un fait, puis qui a besoin d'avoir des documents puis d'avoir des faits pour être capable d'étayer son article. Alors, de plus en plus, l'archiviste s'inscrit aussi, c'est sûr, dans une autre donnée temporelle. Je pense en démontrant vraiment les réalisations qu'on peut faire avec les documents d'archives. C'est quoi vraiment tout le potentiel qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ces documents-là? Soit par les expositions, soit par l'utilisation de ces documents-là. Par exemple, aussi les montrer à l'école, tout simplement, prendre des exemples concrets de ça. Donc, ça peut vraiment commencer comme à intégrer. On peut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, c'est vraiment, vu Internet, vu la diffusion, vu qu'on utilise beaucoup Internet, bien, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire dessus, justement. La première idée qui me vient, c'est encore une fois les projets collaboratifs ou des projets où on est davantage en co-création, donc de se mettre ensemble comme groupe et pas nécessairement de regrouper des collaborateurs traditionnels comme des historiens ou des généalogistes ou des historiens de famille, donc des passionnés d'histoire et de patrimoine, mais c'est d'aller aussi vers des entreprises
des organismes qui sont peut-être un peu moins traditionnellement associés aux archives et d'apporter cette valeur ajoutée, que ce soit pour les aider à développer leur propre patrimoine archivistique, donc de développer leur propre mémoire, puis de devenir leur propre gardien de l'information, des connaissances, puis d'être actif là-dedans. Donc, je dirais que ce serait peut-être une première voie à explorer pour sortir un petit peu du petit côté historien des archives et puis les rendre actifs dans ce qui se passe aujourd'hui au quotidien. Bien oui, absolument. Éducatif, puis je veux dire, mettre les archives au service de la communauté à toutes sortes de niveaux. Il y a un projet ici qui nous est cher, on va certainement le réaliser à un moment donné. C'est-à-dire, on a fait une publication, hein, un très beau livre publié chez Gide sur Portneuf en images, 100 photographies, mais 100 belles photographies de l'ensemble de la région dans différentes activités de la vie. Mais ça, c'est un projet qu'on a fait. Alors, on l'a mis au service de la communauté, puis c'est un livre. La première édition s'est vendue totalement. On est rendu déjà une deuxième édition. Alors, ce livre-là a moins de 2 ans de vie. C'est quand même assez exceptionnel. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un besoin. Et les gens sont fascinés par les photographies anciennes et ont besoin des photographies anciennes. Et présentement, on a une interface c'est-à-dire on a une page Facebook. Et on se rend compte, on est quand même dans la situation de pandémie. Et au début de la pandémie, ce qui m'a fasciné, les gens, faute d'avoir un futur et un présent qui était figé, se retranchaient beaucoup dans le passé. Il y avait énormément de photographies anciennes, puis c'était réconfortant de voir des photographies anciennes. Et moi, à ce moment-là, j'ai demandé au directeur archiviste de multiplier les photos anciennes parce que vraiment, il y avait une porte ouverte. Donc, on a rempli un besoin, c'est-à-dire de diffuser l'histoire de la région, mais plus que ça, socialement, les gens, ça leur faisait du bien de voir des photos anciennes. Il y avait quelque chose de sécurisant, de réconfortant dans le passé, à toutes sortes de niveaux. Alors ça, c'est une autre dimension qui est dure à exprimer, mais c'est une dimension sociale importante. Et nous, un projet qu'on veut faire, c'est dans les centres de personnes âgées. Bon, d'abord, on a besoin de valoriser les gens du 3e âge. C'est certain, ces gens-là ont contribué. Et on a énormément de photos qui sont non identifiées. Donc, on aimerait, puis il y a des écrans, souvent, sur lesquels on diffuse n'importe quoi, ou on met l'émission de l'après-midi, un téléroman, ou je ne sais pas quoi. On aimerait avoir, dans le fond, des thématiques qui seraient diffusées dans les centres de personnes âgées, créer de l'interaction entre les gens pour essayer d'identifier les photographies. Alors, on peut le faire avec des animateurs qui sont souvent dans ces centres-là. Donc, les mettre à contribution pour la mémoire régionale, réidentifier des photos qui ne le sont pas. Alors ça, et en même temps, pour eux, c'est un exercice qui peut être réconfortant à toutes sortes de niveaux. Il y a un bien-être à faire ce genre d'exercice-là. Alors ça, c'est un autre service qu'on peut rendre à la communauté, mais il y en a tellement de facettes insoupçonnées de la façon dont le centre d'archives peut interagir et des groupes de discussion. Encore une fois, c'est sûr que les médias sociaux, pour nous, il y a un avenir énorme parce qu'il y a une façon de rayonner par les médias sociaux qu'on ne peut pas avoir facilement ici. Les gens ne peuvent pas tout venir ici, mais maintenant, les gens, à partir de chez eux, peuvent avoir accès aux fonds de photos et avoir accès de plus en plus à toutes sortes de fonds pour être capable de faire reproduire ou quoi que ce soit. Donc, être aussi en aide au service des municipalités, parce qu'on, comme je l'ai dit, on aide les entreprises, c'est-à-dire les municipalités, dans la gestion de leurs archives, parce qu'ils sont tenus par la loi d'avoir des calendriers de conservation très à jour, mais ils n'ont pas le personnel qualifié. Alors nous, ce qu'on fait, on débarque dans chacune des municipalités, on travaille avec eux pour leur calendrier de conservation. On a déjà fait un grand tour de l'ensemble des municipalités. On va le refaire parce qu'il y a un cycle là-dedans. Alors, il y a de multiples facettes. Le travail journalistique, alors, les gens viennent ici pour se documenter, viennent voir qu'est-ce qu'on produit. Puis on parle de CJSR, mais on est dépositaire d'une partie des archives de CJSR. Alors ça aussi, c'est une mine d'or pour nous, là.
Alors, imaginez, l'ensemble de la mémoire de la région est ici. Maintenant, c'est à chacun des usagers de découvrir comment il peut exploiter les facettes d'un centre d'archives comme ça. Et à travers le temps, on le voit comment les choses sont en train de se faire. Là, on va travailler avec Culture et patrimoine des Deschambault-Grondines parce qu'il va se faire il y a un site Internet, c'est-à-dire une page historique qui va se faire sur le secteur Grondines. Il y en a une sur Deschambault. Il va s'en faire une avec Grondines, mais dans le cadre des projets de musée virtuel du Canada. Donc, c'est un projet subventionné. Ça va se faire aussi avec le Centre d'archives régional parce qu'on a cette mémoire-là. Avant, elle était cachée dans chacune des familles, chez chacun des individus qui intervenaient dans les sociétés d'histoire. Mais maintenant, on a l'opportunité de regrouper et de rendre accessible. Alors, ça multiplie les projets, voilà. Bien, c'est vraiment avec différents projets. Là, on rentre dans l'exploitation, on rentre dans vraiment, comme que je disais, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, oui, les archives, on peut les utiliser pour la recherche historique plus classique, mais on peut y aller vraiment sur les valeurs d'exposition, les valeurs de beauté. On peut jouer sur, justement, quelle information, pas juste l'information dessus, mais le document en tant que tel. On peut jouer, dans le fond, sur... Je veux pas, dans les documents d'archives, il y a toujours des moments cocasses, il y a toujours des petits éléments qui un peu tapent à l'œil ou surprenantes même. Donc, c'est en jouant vraiment sur ces autres valeurs ajoutées, dans le fond, aux valeurs historiques, qu'on peut vraiment les rendre justement plus amusantes. Juste décloisonner un peu l'idée historique, puis sortir, puis aller chercher vers l'innovation, vers la création, en fait, des archives. L'outil dont je me sers le plus, ça s'appelle un ordinateur. Donc, autant comme archiviste que comme enseignante, j'enseigne en ligne. Donc, l'ordinateur, pour moi, est un outil important, pour ne pas dire à 90-95% de mon travail se passe avec l'aide d'un ordinateur. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Non, les communications, les collaborations se passent beaucoup maintenant avec l'ordinateur parce qu'il y a beaucoup d'interventions ou d'outils qui ont été regroupés par le numérique. Donc, communiquer, écrire, échanger, créer des projets, les mettre en œuvre, les mettre sur le web. Il y a beaucoup de choses. L'ordinateur est maintenant central. Donc, on est très, très loin du papier poussiéreux dans un sous-sol. Les outils qu'on sert le plus. Bon, il peut y en avoir des outils. Encore une fois, moi, je ne suis pas sur le terrain directement, mais c'est sûr qu'il y a à la fois, en termes d'outils, il y a des outils qui servent à la documentation, à la classification, à l'organisation, etc. Mais je pense que maintenant, l'ordinateur est rendu un incontournable en termes d'outils. Ça facilite le traitement, la numérisation, puis les différents logiciels, les différentes applications. Mais évidemment, ici, vous voyez encore des livres, mais ces livres-là sont d'une grande utilité dans la documentation parce que nous, encore une fois, on est un centre d'archives régional. Donc, la littérature régionale, pour nous, est tellement importante. Là, souvent, il y a des photographies qu'on va avoir, puis n'eût été d'une monographie qui a été publiée, on n'aurait jamais été capable, c'est-à-dire d'identifier cette photo-là. Puis évidemment, les ressources individuelles, les sociétés d'histoire, Saint-Raymond, une société d'histoire, Neuville, Pont-Rouge, j'en ai créé une. Alors, ces sociétés d'histoire-là ou de généalogie, pour nous, c'est des partenaires importants dans l'identification des documents qui sont déposés, des photographies. Alors, en termes d'instrumentation, c'est de multiples instruments, mais sans doute que le directeur archiviste, lui, va aller beaucoup plus loin dans l'instrumentation qu'il utilise ou la façon dont il utilise les outils de base là, pour mieux gérer son centre d'archives. Mais moi, j'évoque ce qu'on a besoin en termes de documentation, ce que les historiens produisent. Alors, c'est tout ça aussi qui sert sur le plan de la documentation. Internet, c'en est un très bon qu'on utilise énormément. Je veux pas, la recherche se fait sur Internet, donc puis la diffusion se fait surtout dans ce temps-ci avec tout le COVID. On est obligé d'être vraiment de plus en plus présent au niveau numérique, au niveau de l'Internet. Donc ça, c'est un outil qu'on utilise extrêmement souvent, à tous les jours. Un ordinateur, je veux pas, on rend toute l'information est sur le numérique maintenant, soit par des documents Word, soit par des bases de données. Donc, on utilise énormément le numérique
pour ses qualités justement d'accessibilité, de facilité, parce que justement c'est plus rapide surtout. On utilise dans le fond aussi énormément, surtout ici en région, localement, c'est par les livres. Les livres, les monographies de paroisse, les BMS, les baptêmes, mariages et sépultures. Donc, avec ces informations-là, on peut venir chercher de l'information sur nos documents. On peut venir les agrémenter, on peut approfondir beaucoup plus leur histoire, en fait, la mémoire que ça dégage, le document. Un autre outil, en fait, c'est un peu tout le monde, en fait. C'est tous ceux qui ont des connaissances liées à ces documents-là. Donc, on utilise, puis ça, c'est beaucoup avec c'est par l'oral, donc c'est vraiment par la discussion, par présenter le document, puis discuter, en fait, du document. Puis il y a toute la partie aussi émotionnelle qui vient s'attacher aussi, qui est très importante, qui vient, en fait, ajouter aussi à la valeur du document. Donc, ce sont pas mal les outils qu'on utilise principalement, je dirais. Le contact humain, le contact avec l'usager, le contact avec le chercheur, je pense que pour quelqu'un qui a envie de travailler en archivistique, en archives, que ce soit autant dans un ministère que dans une société d'histoire, un centre d'archives, le contact, la communication avec un humain, j'ai mis en valeur l'ordinateur comme outil, mais le contact humain, ça ne se remplace pas. Avec l'intelligence artificielle, on peut développer des chatbots qui vont répondre à des questions de base. Mais dès que ça prend un petit peu de personnalisation, il y a un aspect un peu plus complexe, ça prend un humain pour répondre, pour personnaliser. Et dans les archives, de plus en plus, on va vers des questions pointues, vers des éléments qui sont un peu moins traditionnels, génériques. Donc, je pense que l'humain, la communication, la collaboration, c'est une bonne vieille méthode. On s'en sort pas, puis on en est très heureux. C'est sûr que, par exemple, on va y aller avec un exemple concret, l'identification des photos. On rêve, je pense qu'il y a des applications qui vont surgir à un moment donné, le croisement des sources iconographiques, par exemple. Je sais pas, j'ai une photo ancienne. Cette photo-là a déjà été numérisée à quelque part. Et, tu as une application, et par reconnaissance faciale, je dis ça de même. Ça se fait, je pense, d'ailleurs, sur le plan de l'identité judiciaire. Tu sais, de la reconnaissance faciale, donc notre photo ancienne, parcourt des millions, pas dire des milliards de fichiers, et on arrive à identifier un individu qui lui ressemble de façon extraordinaire. Mais ça, c'est le futur. Je pense qu'un futur qui n'est pas très loin, et même trouve certaines applications, mais c'est certain qu'encore aujourd'hui, c'est les individus. Parce qu'il faut dire, quand on regarde, par exemple, l'histoire de la photographie, c'est une histoire récente. Et moi, j'ai le sentiment d'être d'une des dernières générations à être capable d'identifier des photos de la fin du 19e siècle, parce que ma grand-mère, ma mère me l'ont dit, c'était qui? Et tu sais, on est encore porteur d'une connaissance, mais on s'éloigne de plus en plus de la naissance de la photographie, de l'identification, disons, de la photographie du 19e siècle. C'est heureux, il y a encore des acteurs. Et ici, dans nos bénévoles, sans être très âgés, là, mais dans nos bénévoles, on a des gens qui ont une connaissance très fine des grandes familles, disons, de certains secteurs, puis ils sont capables d'identifier encore des photos. Pour moi, ça, c'est des démarches qui sont les démarches du passé, mais encore un petit peu irremplaçables. Les cartes mortuaires jouent ce rôle-là aussi. Toutes les petites cartes mortuaires, ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui les collectionnent. Pour nous, c'est une richesse incroyable, parce qu'il y a beaucoup d'informations derrière la petite carte mortuaire, qui se fait encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, on donne moins d'informations. C'est plus, on va mettre une petite phrase là, très poétique, pour traduire la réalité de la mort. Sauf que les cartes anciennes donnent énormément d'informations, et là, ça nous permet d'aller identifier des photographies. Alors, c'est sûr que le décryptage de documents, là aussi, il y a des aptitudes à lire des types de calligraphie, par exemple. Je ne sais pas s'il y a des logiciels pour lire, transcrire, etc. Je ne suis pas assez près du milieu, sans doute, mais de toute façon, dans nos milieux,
c'est pas encore rendu. Et donc, il y a un décryptage qui se fait encore des documents par la force et la capacité des individus. Alors, voilà encore des moyens traditionnels. Puis on n'a pas le choix, je veux dire, de recevoir puis de classer, c'est une chose, mais de documenter, bien, ça se fait encore beaucoup par les individus, par la force des choses. Dans le fond, c'est vraiment tout, je dirais, les théories, un peu le cycle de vie du document. Ces pratiques-là, c'est sûr que dans le fond, c'est tout ce qui est dans le fond, à partir de l'acquisition. On peut aller après ça avec le traitement. Donc, comment faire un inventaire, ce sont des pratiques qui ne changent pas vraiment. C'est aller chercher le plus d'informations possible du document. Donc, c'est sûr que c'est une pratique qui ne changera pas parce que c'est par ces métadonnées-là qu'on peut vraiment repérer, on peut vraiment rendre le document beaucoup plus d'informations, en fait. On peut donner beaucoup plus d'informations que juste, mettons, une simple photo où on voit une voiture. Bien, on peut, avec les métadonnées, aller chercher beaucoup plus d'informations. Donc, je pense que c'est vraiment dans ces pratiques-là qu'on ne peut pas écarter. Tout ce qui est les principes de diffusion, je dirais aussi, dans ces pratiques-là, ça ne change pas, mais il faut s'adapter à la réalité, au contexte actuel et futur, quand même. La première étape, c'est de s'initier aux principes, aux concepts, aux méthodologies disciplinaires. Donc, l'archivistique existe, c'est une jeune discipline, mais elle existe depuis environ 150 ans. Donc, on a déjà une bonne base. Donc, d'être capable de distinguer ce qui est un document d'archive d'un volume de bibliothèque, puis de savoir pourquoi nos interventions, même si elles sont similaires, bien, c'est pas tout à fait pareil. Ça, c'est la base. Maintenant, avec le numérique, j'ajouterais quelques couches, ce qu'on appelle les compétences transversales, les compétences stratégiques. Donc, on est appelé, comme je le disais tout à l'heure, à travailler en collaboration, à co-créer, à utiliser le numérique, donc d'aller chercher aussi, une fois qu'on a une bonne connaissance de ce que c'est l'archivistique, de qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, aller chercher de la gestion de projet. Vous vous intéressez beaucoup à la valorisation des archives, aux projets de communication, de mise en valeur, d'aller chercher davantage côté communication. Vous vous intéressez beaucoup aux projets plus numériques, mettre sur le web, Web 2.0, collaboratif, site web, projet de collaboration autour du numérique. D'aller chercher de la formation en SEO, pas nécessairement en programmation informatique, mais de connaître les principales applications, principaux logiciels de publication web, de traitement d'images, Photoshop, etc. D'aller chercher donc des connaissances un peu plus, qui ne sont pas en archivistique, mais qui sont dans des domaines qui sont vraiment pertinents pour nous. Je dirais qu'actuellement, c'est beaucoup communication, système d'information, gestion de projet. Droit, on a beaucoup de mises à jour de cadres législatifs qui s'en viennent, donc quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux normes, aux droits, etc., c'est aussi une plus-value. Est-ce que c'est... Je pense que la plus grande qualité qu'on peut développer, c'est la curiosité. Pour être archiviste, comme pour être historien, comme muséologue, c'est la curiosité. Cette capacité de s'émerveiller sur quelque chose, puis que ça nous pousse toujours à aller plus loin. Parce que c'est ça, en fait, on part d'un objet donné, d'un document donné, et on sait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce document-là va nous ouvrir continuellement des portes. Alors, ben, je pense une grande qualité, en tout cas, s'il y a une qualité, c'est la curiosité. Puis ça, c'est sans prétention, mais une culture universelle. C'est important pour un archiviste ou quelqu'un qui travaille sur le passé, puis le passé récent aussi, mais c'est quelqu'un qui aime lire, c'est quelqu'un qui élargit sa connaissance le plus possible parce qu'il va être en interaction avec beaucoup de choses. Alors, c'est sûr que ça prend, moi je pense en tout cas, je le pense, il faut avoir une culture diversifiée, une culture assez large. Puis si on travaille par exemple dans un centre régional comme ici, bien, il y a des monographies, il faut lire sur les villages, il faut lire sur les familles. Tu sais, il y a une histoire du quotidien aussi qu'il faut connaître parce que c'est ça qui va nous interpeller. Quelqu'un vient amener un fonds d'archives ici,
Et cette personne-là, elle va se sentir bien reçue et comprise avec son fonds, dans la mesure où, si par exemple c'est un nom de famille connu, un nom de famille, ah oui, vous êtes sans doute de tel village, parce que, tu sais. Et c'est là que les gens se sentent concernés, puis sentent que le centre d'archives, bien, c'est associé à leur histoire de vie, puis à leur histoire de région. Je dirais pour ma part, en fait, c'est vraiment juste sortir du simple contexte historique. C'est un peu spécial, mais moi-même, quand je suis rentré en archivistique, je suis parti avec l'idée où les archives servent l'histoire. Mais ce n'est vraiment pas juste ça. C'est vrai que c'est une partie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs, encore actuellement, ce sont pour tout ce qui est rapport historique. Mais on se dirige de plus en plus vers la création, vers l'information. Donc, on n'est pas juste sur le document, mais sur l'information contenue sur les documents. Donc, on est vraiment dans... Il faut s'ouvrir, en fait, aux multiples exploitations qu'on peut en faire du document. Et je pense que c'est ça qui est sûrement un des éléments les plus importants à apprendre pour être un bon archiviste, c'est que le document ne sert pas juste l'histoire. C'est une preuve de la mémoire, c'est une mémoire vraiment physique qu'on a, mais qu'on peut utiliser pour faire de la création, pour l'exploiter, pour la diffuser. Donc, on sort du cadre un peu classique pour aller vraiment dans un peu plus artistique, en fait. Et là, on parle d'une position beaucoup plus personnelle. Donc, Marie-Josée, l'archiviste, vous répond. Je le vois très positif parce que je fais partie des archivistes qui ont un intérêt très marqué pour le numérique. Actuellement, j'ai des projets de recherche autour du développement des compétences. Donc, je veux voir qu'est-ce qui nous attend comme archivistes. Et j'ai l'impression que données massives, gouvernement ouvert, les nouvelles règles qu'on va avoir en termes d'accès, protection des renseignements personnels, tous les problèmes de sécurité, gestion de risque, je crois qu'on s'en va beaucoup à développer vers ça, à accompagner les gens qui ont à faire ce type de gestion-là, de prévention-là. Donc, la modernisation du métier risque d'aller vers ce type de mandat-là, ce type d'intérêt-là. Côté profession, on est passé clairement de gardien de mémoire, de gardien de connaissances à habilitateur et facilitateur. Donc, on accompagne les gens à bien gérer leur information de plus en plus. Je regarde juste ici l'évolution du centre. Je pense qu'il y a beaucoup d'avenir, hein, parce que les familles sont de plus en plus petites. À une époque, dans chaque famille, s'il y avait 7, 8 ou 10 enfants, puis là, bon, évidemment, ça nous ramène quelques décennies en arrière, mais pas si loin non plus. Il y en a toujours un qui était dépositaire des photos de famille, puis il y avait une passion à identifier les photos. Il y avait ces historiens ou ces mémorialistes de famille qui gardaient les choses. Mais il y en a de moins en moins. Hein. C'est la famille nucléaire, souvent, c'est 2 enfants, 2 parents. Et bien là, le cumul des autres générations aussi, les enfants se disent, ben moi, d'abord, je ne connais plus ces photos-là, ces documents-là, mes liens sont un petit peu plus éloignés. Et je pense que le centre d'archives, de ce point de vue-là, joue de plus en plus, et en ce moment, un rôle tellement important. Et on le voit, les familles viennent de plus en plus déposer parce qu'ils sont inquiets de l'avenir des fonds de famille. Je pense que tant qu'on reste vraiment motivé, tant qu'on reste passionné dans notre domaine, ça va continuer, ça va évoluer. Je pense qu'il ne faut pas prendre les changements comme un élément nocif. Il faut y aller beaucoup plus, en fait, avec un élément, avec le potentiel de qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, je pense que tant qu'on est capable de s'adapter, de continuer à innover, je pense qu'il n'y aura aucun... je pense que l'archivistique va continuer, puis le monde va toujours s'intéresser d'une façon ou d'une autre aux archives.